Le samedi 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque surprise. Une attaque de très grande envergure contre Israël, qu'il dénomme le déluge d'Al-Aqsa. Et c'était lors de la célébration du Shabbat, lors effectivement de la fête juive du Simchat Torah. Le Simchat Torah est un jour férié et c'est généralement le lendemain de la fête de Sukkot qui célèbre l'exode hors d'Égypte du peuple hébreu et de la commémoration de la guerre de Kippour qui avait été lancée le 6 octobre 1973, là aussi par une attaque surprise, les jours de la fête de Yom Kippour. Alors, ce tir de plusieurs milliers de roquettes Qassam par le Hamas va franchir la frontière israélienne, jusque-là une frontière dite très protégée et infranchissable, entraînant d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. L'État d'Israël va répliquer immédiatement en frappant Gaza-City, détruisant les 3 immeubles de la tour de Palestine. Il est très important de préciser avant tout propos que le Hamas est une milice différente de l'État de Palestine et cette dernière attaque a été revendiquée par le Hamas et l'attaque a été perpétrée à la frontière d'Israël entre la bande de Gaza et Israël. Mais cette attaque n'a pas été seulement perpétrée par le Hamas, mais ça a été supporté par d'autres organisations au sein de la Palestine. Voilà pourquoi nous sommes ici pour tout simplifier pour vous. Bienvenue sur Diarabi, le lieu où les futurs leaders et milliardaires viennent s'inspirer. Stay tuned. Pendant plusieurs années, les Juifs ont été persécutés en Europe pour leur supposé rôle dans la crucifixion de Jésus-Christ, qui est le Dieu, le Messie pour les chrétiens. Partout, ils étaient persécutés, économiquement marginalisés, vivant dans des ghettos car ne pouvant pas posséder des maisons. Vers la fin du 19e siècle, les Juifs aspirent alors à une terre, une nation et plus de sécurité, donc une lutte pour leur survie qui se transforme en un mouvement politique effectif. Les leaders juifs identifient leurs anciens territoires avec la ville sainte de Jérusalem comme le centre de la terre promise. C'est cette portion de terre située entre le Liban, la Syrie, la Transjordanie et l'Égypte. Cette terre était effectivement, semble-t-il, l'ancien royaume d'Israël et celui de Juda. L'histoire raconte qu'ils ont plusieurs fois été déposés de cette terre, mais ils les ont regagnés ensuite. On retient même dans les Écritures saintes que les Juifs ont été annexés, esclavagisés par l'Égypte des pharaons d'Égypte, mais ont regagné leur terre sous le leadership de Moïse. C'est l'histoire de Moïse. Les Juifs ont d'abord perdu ces terres en 723 avant Jésus-Christ par l'Empire assyrien. Ensuite, en 597 avant Jésus-Christ, par le royaume de Juda et par la capture babylonienne. Par l'Empire romain en l'an 55. En l'an 66, les Juifs se rebelleront contre l'Empire romain et seront matés. Et va suivre la destruction de Jérusalem après cette défaite. En 132, il y aura la révolte appelée la révolte de Bar Kokhba. Sama Bar Kokhba était un militaire juif et sous son leadership, les Juifs se rebelleront contre l'Empire romain et le combat se déroulera pendant 4 longues années à la fin de laquelle les Juifs seront interdits d'entrer en Jérusalem. Les Romains nomment Jérusalem la Palestine romaine. Les Juifs se retrouveront partout dans la diaspora essayant de se réorganiser. L'apogée de l'Empire arabe reconstituera l'Empire sous le contrôle de Matisse et de Bagdad. Pendant longtemps, la croisade chrétienne conquiert l'Empire et y règne en maître incontesté. En 1516, les Turcs ottomans occupent la Palestine et bon nombre d'entre eux se décrivent comme palestiniens musulmans. Les chrétiens aussi ont occupé la Palestine jusqu'au 19e siècle. Jusque-là, le président palestinien d'alors n'a pas pu anéantir le rêve d'un État juif. Ce sera alors la naissance du mouvement sioniste avec l'un des précurseurs, Theodor Herzl. Les Juifs constituent alors des lobbies très puissants en Occident qui organisent la rentrée massive des Juifs en Palestine. L'Empire russe ou l'ex-URSS est où se trouvait la majorité, en tout cas le plus de Juifs dans le monde. En 1905,
Après l'échec de la première révolution russe, contre le tsar, les Juifs de Russie et de l'Europe entière, surtout de l'Europe de l'Est, immigrent vers la Palestine. Et les Ottomans aussi, ils choisissent tous l'hébreu comme langue commune. Les Ottomans, vaincus par l'alliance française, anglaise et italienne dans la Première Guerre mondiale, s'arrêtent en 1918. Alors, la France et l'Angleterre se partagera le territoire. Les Anglais avaient un devoir moral envers les Juifs pour le financement de la Première Guerre mondiale. En 1917, Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, écrit à Lionel Walter Rothschild, qui était un membre influent des Juifs anglais. Arthur promet un territoire national aux Juifs en Palestine. Il est clairement écrit que l'État britannique facilitera l'acquisition de ce territoire et cela est reconnu en ce jour comme la déclaration de Balfour. Les Français de l'autre côté ont leurs propres raisons pour faciliter la création de l'État juif. Napoléon, en 1999, déclare Palestine, État juif sous la protection des Français. En fait, Napoléon veut compter sur les Juifs pour envahir l'Égypte. L'État juif, cependant, ne s'est pas constitué sous la France. L'entente de la création d'un État juif par les Anglais et les Français est restée une promesse entre les deux guerres du XXe siècle, c'est-à-dire la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'idée et l'engouement est resté. Les musulmans, chrétiens et arabes s'opposent à l'idée de la création de l'État juif puisqu'ils seront obligés de quitter un territoire sur lequel ils ont vécu pendant des décennies. Les Anglais non plus ne pouvaient pas ignorer les Arabes puisqu'ils ont aussi apporté leur soutien lors de la Première Guerre mondiale. Alors, ils décident d'apaiser les deux camps en limitant l'immigration juive en Palestine. En 1930, commence ouvertement une guerre frontale entre Juifs et Arabes en Palestine. La tragédie juive atteint l'apothéose vraiment au soir de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Holocauste. Hitler et les nazis vont décimer les Juifs dans les camps de concentration et vont les stocker dans des ghettos. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'urgence de créer un État juif pour une réparation morale se fait sentir. Mais les Juifs sentent que les Britanniques ne veulent pas libérer le territoire. Alors s'ensuivra une guerre avec les Anglais et l'affaire ira devant l'ONU qui venait tout juste de se former. En 1947, l'ONU décide de diviser la Palestine en un État arabe et un État juif. C'est la résolution 181. Alors, la Palestine rejette la proposition car selon cette déclaration, l'État juif s'étendra sur 56% de la Palestine, bien que les Juifs représentent 33% de la population en Palestine. Et ils occupent le côté le plus fertile aussi du territoire, alors que jusque-là, ils n'occupaient que 6% du territoire. Après cette déclaration, les Juifs commencèrent à occuper les territoires désignés sous le regard impuissant des Palestiniens qui luttèrent sans grand succès. En 1949 déjà, ils occupèrent tous les territoires qui leur ont été alloués, en plus de certains territoires arabes. Le 14 mai 1948, Israël devient un territoire. C'est le premier territoire juif depuis plus de 2000 ans, avec Ben Gurion, le tout premier ministre israélien. L'aéroport de Tel Aviv porte le nom de David Ben Gurion, je pense. Les Palestiniens lamentent la création de l'État juif comme Nakba, c'est-à-dire une catastrophe. Cela va engendrer une série de conflits sans fin. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak envahissent Israël et la première guerre arabo-israélienne commence. Les Israéliens battirent les Arabes et saisissent des territoires clés, très importants, des territoires riches surtout. En 1949, l'ONU va intervenir et Israël bénéficiera de l'entièreté des territoires qu'ils ont pu conquérir. Plus de 700 000 Palestiniens quittent Israël et Israël devient majoritairement juif. En 1956, le canal de Suez attire presque tout le monde parce qu'il est très vital pour le commerce. En effet, le canal de Suez relie la mer Rouge et la mer Méditerranée. En 1956, Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. En réponse, Israël va envahir l'Égypte. La Grande-Bretagne, la France s'y joignent. La Russie et les États-Unis aussi trouvent un deal de paix qui va s'avérer très bref. Car en juin 1956, Israël va attaquer l'Égypte et la Syrie et pour annexer la péninsule du Sinaï. La bande de Gaza aussi qui revenait à l'Égypte.
de la Jordanie, Israël annexe l'est de Jérusalem et la région qu'on appelle West Bank, une région très riche, une région stratégique militairement. Et de la Syrie, il annexe aussi Golan Heights. La guerre israélienne prend une tournure différente lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 où 2 athlètes israéliens et 9 autres seront pris en otage. Mais eux tous finiront par mourir, seront exécutés tout simplement par des extrémistes palestiniens. En 1973, l'Égypte et la Syrie ouvrent 2 fronts de bataille contre Israël et récupèrent la péninsule de Sinaï. Et les États-Unis ont dû intervenir pour une cessation entre les 2 fronts. En 1978, l'Égypte, la Syrie signent le camp David Accord, mais jusque-là, les Palestiniens ne seront pas satisfaits. En 1987, les Palestiniens se soulèvent contre Israël et ce sera le premier intifada. Intifada signifie soulèvement, révolte. En 1993, les accords Oslo I est signé entre le premier ministre israélien Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Ce fut le premier accord de paix entre Israël et la Palestine. Alors, les 2 nations se reconnaissent officiellement pour la toute première fois. Et voici le premier ministre israélien d'alors, Yitzhak Rabin, et Yasser Arafat, les chefs du mouvement de libération palestinienne. Ce coup de main que vous voyez là, leur vaudra à chacun le prix Nobel de la paix. Toujours de bisbilles dans la région et pas de paix vraiment, pas de paix totale. En 1995, les accords Oslo numéro 2 seront signés. Et ces accords contraignent Israël à quitter 6 villes et aussi 450 villages dans West Bank. Israël retire ses troupes de Gaza en 2005. Nous sommes déjà dans les années 2000. Jusque-là, la région de West Bank et de Gaza font partie du territoire palestinien. West Bank compte plus de 3 millions de Palestiniens et moins d'1 million d'Israéliens. Israël administre la région de West Bank, mais pas l'est de Jérusalem. Le gouvernement palestinien s'occupe des affaires politiques. Gaza est une ville très peuplée et sous le contrôle de Hamas. Hamas qui a perpétré l'attaque dernièrement. Hamas, comme on l'a dit, est très différent de l'État palestinien. Hamas a été créé en 1987 avec une mission claire qui est celle de libérer la Palestine aux Palestiniens. Alors, cette organisation remportera aussi les élections en 2006, c'est-à-dire c'est une organisation politique, mais traitée clairement de milice par les Occidentaux. Le Hamas est cette organisation qui a orchestré le Pearl Harbor Moment, c'est que Israël appelle le 11 septembre en référence au bombardement des tours jumelles à New York. Et à part la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu un événement aussi malheureux qui a décimé plus de Juifs que le Pearl Harbor Moment. En résumé, il est très difficile de dire qui a raison et qui a tort. Les Palestiniens et les Israéliens, tous voient ce territoire entre la rivière jordanienne et la mer Méditerranéenne comme le leur. Cette portion de terre est chère aux chrétiens également, qui la voient comme la terre promise. Elle est même mentionnée dans la Bible. Les Israéliens ont signé la déclaration de Balfour comme le droit à exister. Et la Palestine voit en cela le début d'une dépossession de leur terre. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est une partie de la déclaration qui stipule, la déclaration de Balfour bien sûr, qui stipule que rien ne doit être fait qui cause préjudice aux droits civiques et religieux des populations non juives. La signature de la déclaration de Balfour a été en 1917, mais entre 1915 et 1916, on a retrouvé à peu près 10 courriers d'échange entre le gouvernement palestinien et britannique. Pouvons-nous alors déduire que ce conflit a été créé, orchestré par les Britanniques? Alors, pourquoi il n'y a toujours pas une solution concrète pour la paix dans la région? Voici quelques voies diplomatiques qui ont lamentablement échoué. La première solution, la solution des 2 États vivant ensemble. Et cette solution a été rejetée par Hamas. Israël veut que l'État palestinien soit démilitarisé. Et le Hamas rejette complètement car ils ne veulent pas déposer les armes. Ils veulent se défendre. La solution numéro 2, la question de Jérusalem. Les Palestiniens veulent Jérusalem pour capitale de l'État palestinien. Et Israël aussi veut leur partie de Jérusalem car c'est une raison
voilà une région dite stratégique. La troisième solution mise sur la table, mais échouée encore, la question des réfugiés. Les Palestiniens veulent que les réfugiés repartent là où ils étaient avant la guerre de 1948. Mais les Israéliens refusent et veulent les réfugiés hors de leur territoire. Tous les leaders ont tenté d'apporter leur contribution à ce conflit, mais aucun d'entre eux n'a pu apporter une solution concluante. Ce conflit entre Israël et la Palestine est l'un des plus grands et continuels conflits dans le monde. Et on se demande à quand la fin. Ici, sur Djarabi, nous prenons la paix. Vive la paix entre Israël et la Palestine. Vive la paix en Afrique. Vive la paix en Asie et partout dans le monde. Merci de nous suivre et partager nos contenus. Djarabi. Merci d'être scotché sur Djarabi, le lieu où les futurs leaders et milliardaires viennent s'inspirer. Peace out et bon week-end. Bye.